www.maurice-info.fr. Là, il fait très chaud. On va pas être très long ici. Je vais vous expliquer quand même avant de faire une visite de la centrale, pour que vous compreniez très globalement comment fonctionne Terragène. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Terragène n'est pas une centrale thermique classique, c'est une cogénération. On travaille avec une sucrerie, on a un échange quelque part de marchandises, on donne la bagasse, qui est issue du broyage de la canne à sucre, en échange, on leur donne de la vapeur et de l'électricité. Alors comment ça se passe? Là, vous avez sur cette maquette toute la partie sucrerie. La sucrerie se trouve ici, bien sûr. On voit là le cordon ombilical entre la sucrerie et la centrale thermique. C'est-à-dire le grand transporteur bagasse que tout le monde voit de l'autoroute, là. C'est le transporteur qui amène la bagasse de la sucrerie à la centrale. En dessous, on voit un gros tuyau. C'est le tuyau de vapeur qui alimente la sucrerie en vapeur basse pression. Et puis on a un petit tuyau aussi qu'on voit également qui nous renvoie les pendant ça. Bon, voilà. Après, le cœur de la centrale. On a deux unités symétriques, donc ce qu'on appelle deux tranches, deux unités de production. C'est-à-dire qu'on a deux chaudières, deux turbines à salle des machines, deux groupes d'aéro-réfrigérants, un hangar à gaz, les cheminées bien sûr, avec les appareils de traitement des fumées, les électrofiltres, et derrière la partie charbon, avec donc, le petit bâtiment, donc le déchargement des camions, le transporteur qui amène le charbon vers une station de concassage, parce qu'on concasse le charbon à 25 mm. Ensuite, les transporteurs qui amènent le charbon soit directement vers les chaudières, soit dans un silo de stockage de 1800 tonnes. Là ici, on a toute la partie traitement d'eau. Et ici, nous avons on a deux silos de stockage des cendres volantes. Donc voilà très globalement la centrale et son fonctionnement très rapidement, et on pourra y revenir selon vos questions. Donc les chaudières produisent de la vapeur haute pression à 520, par la combustion de la bagasse ou du charbon en dehors de la campagne sucrière. Les deux chaudières produisent de la vapeur à 525 degrés 80 bars, donc c'est très haute température, haute pression, globalement c'est ce qu'à retenir. Cette vapeur va travailler dans deux turbines, et la vapeur, une fois qu'elle a fini de travailler dans le corps haute pression, on peut, en campagne sucrière, extraire une partie de la vapeur qui a donc effectué un premier travail pour effectuer un deuxième travail dans la sucrerie pour l'évaporation de toute la canne, très globalement. Le reste de la vapeur qui n'a pas été utilisée pour le fonctionnement de la sucrerie va travailler dans un corps basse pression, va être transformé en eau dans les condenseurs qui sont sous les turbines grâce à une source froide, c'est au réfrigérant que vous pouvez voir, c'est nous avons la source froide pour transformer la vapeur en eau et renvoyer l'eau dans la chaudière. On a une boucle fermée, ce qui nous permet de ne pas consommer d'eau sur notre cycle thermique. Ici, on a l'évacuation d'énergie, deux transformateurs, les alternateurs produisent du 11 000 volts et ce 11 000 volts est transformé en 66 000 volts pour le réseau CEB sur deux lignes dans deux transformateurs chez nous. Voilà. Donc encore une fois, il fait très chaud, donc je suis très rapide, mais quand on sera le déroulement de notre matinée ensemble, nous allons visiter pendant globalement une demi-heure la centrale. Nous allons passer par la salle de commande, qui est le centre nerveux opérationnel de la centrale. Ensuite, nous traverserons la salle des machines où il y a les deux turbines, les nouveaux turbo-alternateurs qui sont la finalité de tout le travail de l'usine, qui convertissent la vapeur en électricité. Ensuite, nous passerons sur ce qu'on appelle le plancher chaud, c'est là où il y a les chaudières qui brûlent actuellement du charbon, nous sommes en combustion de charbon, donc vous pourrez voir la combustion du charbon sur la grille. Ensuite, nous longerons la chaudière, nous passerons par le bassin d'orage, ça vous donnera une petite idée générale de la centrale, on passera par le hangar bagasse, on reviendra, on regardera les ateliers, on regardera les aéro-réfrigérants, nous reviendrons déposer les casques que nous allons vous distribuer maintenant, et puis ensuite nous attaquerons le média briefing sur une durée approximative d'une demi-heure. Voilà un petit peu le déroulement. Je vais passer la parole à Lise Kilikas, qui
est notre responsable qualité, sécurité, environnement, qui va donc vous présenter les mesures de sécurité. Je vous représenterai l'ensemble du personnel au frais tout à l'heure. Tout le process de la production. Et on a deux tranches. La tranche 1 qui est représentée sur ces écrans-là. Et la tranche 2, la tranche 2, c'est sont deux écrans là-bas. Et ici, on réserve pour les communs. Et ça, c'est la page d'alarme. Donc, s'il y a quelque chose, des petits pépins sur le site, il y a des capteurs partout, disons. Et des informations, des anomalies sont affichées ici. Et là, à partir de là, on décide des marches à suivre. Et il y a des... Ici, c'est la tranche fine. En ce moment, on produit 35 MW. La turbine, on a une vitesse de 5300 tours à peu près par minute. Et la fréquence du réseau est affichée ici à 50 Hz. On est en puissance maximum actuellement. Pratiquement, on est combien, Daniel? Oui, au maximum. Donc, vous voyez, la capacité des turbines est de 35 MW.5. Donc, là, on est au maximum actuellement sur nos deux tranches sur le réseau CEB. Je vais continuer. Voilà, en bref, c'est ça. Et si vous avez des questions, peut-être. Tu as parlé des capteurs. Quel genre de capteurs tu as? Il y a plusieurs des transmetteurs de température, par exemple, de pression, de vibrations. Tout est transmis ici en salle de commande. Et si les valeurs sont anormales, on prend des actions nécessaires. Je vais reprendre juste la parole 2 minutes. En fait, on a des gens qui sont très modestes, mais ils sont très performants. Ce sont tous pour beaucoup des ingénieurs qui occupent ce poste. Et ils ont une énorme responsabilité, puisque si on a un problème technique, donc encore une fois, on peut poser des problèmes sur le réseau. Donc en fait, leur travail est capital. Comment dire, ils sont capables à n'importe quel moment, nous on parlait d'automatisme lié au capteur, ils sont capables à n'importe quel moment de reprendre la main sur un instrument, une pompe, un moteur. Ils sont capables de piloter eux-mêmes. Ça c'est important. Il peut y avoir des dysfonctionnements, à ce moment-là, l'homme est toujours prépondérant chez nous. On y reviendra aussi, mais la valeur de l'homme est capitale. Et je dirais, on a un très fort savoir-faire de notre personnel, et on en est très fiers. Voilà, tout ce que j'avais à dire pour cette partie de la salle de commande. Donc d'autres questions, vous pourrez poser des questions pendant le media briefing, et puis même plus tard, je suis à votre disposition. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord de votre présence parmi nous. Je vais tout d'abord vous présenter mon staff, qui est très important pour moi, mes bras droits et gauche. Donc Daniel Mamotte, chef d'exploitation. Donc Didigat Ozun Rangolam, qui est le responsable qualité, sécurité, environnement, qui était la cheville ouvrière du processus qualité, sécurité, environnement. Raj Ramnakan, qui est le chef d'entretien. Roshan Panchou, qui est le chef électricien. On a derrière Nishad Koussa, qui est le chef mécanicien. On a Steve Larraine, côté finance, qui est donc le directeur financier. Josiane Telbon, qui est notre responsable financière dédiée à Terragène. On a Zoé Clark, qui est la responsable administrative. Yves, qui est le deuxième ingénieur qualité, sécurité, environnement. Et en fait, la nouvelle parmi nous depuis quelques mois, Lauriane Mietton, qui est d'Albioma, donc un des deux partenaires majeurs de Terragène, et qui travaille sur la valorisation de la biomasse. J'ai tenu à ce qu'elle soit là dans la circonstance. Voilà, je dirais une bonne partie de mon staff et tout ça, mes collaborateurs directs. Alors, donc nous sommes aujourd'hui tous ensemble pour évoquer avec vous notre triple certification ISO 9001, donc la qualité, ILO OSH,
développement de la sécurité, la protection des travailleurs, et ISO 14000, qui est donc la protection de l'environnement. Donc nous avons obtenu cette triple certification avec l'AFNOR, qui est un organisme de contrôle, de certification, qui est parmi les acteurs majeurs de la certification dans le monde, et qui est par ailleurs réputé pour son intransigeance. Et c'est pour ça que nous l'avons choisi, parce qu'on avait besoin d'être poussé à l'excellence. Alors, on est très fiers de cette triple certification, parce qu'on est les premiers à Maurice, à obtenir en même temps 3 certifications majeures, et qui plus est, donc avec l'AFNOR. Donc, on est très fiers de ça. Alors, ces certifications, je les dédie, ce succès, je les dédie avant tout à mon personnel. Je suis très fier, je dirais, de mon équipage. C'est un bel équipage, solidaire, et qui a énormément travaillé pour l'obtention de ces 3 certifications. Quand je dis d'ailleurs obtention de ces 3 certifications, on va avoir un bout de papier ce soir à 18h, mais bien sûr on ne s'est pas battu pour un bout de papier. On s'est battu pour nous améliorer dans les processus qualité, sécurité et environnement. C'est avant tout ça la démarche, c'est nous améliorer dans ces 3 domaines. On a toujours travaillé pour cela, mais ce processus qu'on a entamé il y a 2 ans et demi, je dirais, nous a permis de nous donner un cadre, nous donner des règles, nous faire assister par des spécialistes de l'environnement, de la sécurité au travail, et de nous aider à nous améliorer. Alors, je voudrais tout de suite aussi dire que ceci, je le dis, sans aucun triomphalisme, vraiment en toute modestie, parce que on a des gros progrès à faire encore, on a du travail à faire, le travail n'est pas terminé. On a répondu aux exigences de l'AFNOR sur l'ensemble de ces normes, et je dirais, on s'est fixé un calendrier sur 3 ans pour encore nous améliorer. On s'est fixé des objectifs avec l'AFNOR. Et chaque année, l'AFNOR, elle va venir voir où on en est. Et si jamais on n'avançait pas dans les remarques qu'ils ont pu nous faire, on n'avançait pas dans les axes d'amélioration qui ont été dites, eh bien on nous retirera, on ne sera plus certifié. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'acquis. Donc on n'a pas le choix, de toute façon, on n'a pas le choix que de continuer à avancer. Maintenant, on est rentré dans un processus, on va aller jusqu'au bout. Et quand je vous parle d'implication du personnel, c'est très important pour moi. En fait, il n'est pas une procédure, pas une analyse de process, pas une analyse de risque, qui n'a été débattue en commun pendant 2 ans. Un rythme de 2 à 3 réunions par semaine avec l'ensemble du personnel. On a travaillé sur toutes les procédures ensemble. On les a élaborées ensemble. Et ça, c'est capital parce que ça a permis à tout le monde de s'approprier le processus. On aurait pu très bien aussi dire, allez, Dipicat Autum, Div, ils font le travail, on se fait certifier, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc ça, c'était très important pour moi de dire cela. Ensuite, je voulais vous parler donc du futur aussi. Je dirais, je viens de vous dire qu'on ne va pas s'arrêter là. On a planifié un certain nombre d'actions pour améliorer nos processus. Et puis, excusez-moi, par ailleurs, on a des projets, ensemble, des projets, le groupe Terra et le groupe Almiomar. En fait, on y reviendra, mais je dirais
les deux acteurs majeurs de Terragène, les deux actionnaires majoritaires de Terragène sont le groupe français Albioma, un producteur d'énergie, et le groupe Terra, qui est donc un grand groupe sucrier, et puis avec d'autres activités également. Et puis, donc, on s'associe avec le groupe Omnigain pour aller de l'avant dans la gestion des cendres. À savoir que on est rentré dans une phase active du projet. On va rebrûler nos cendres, toutes nos cendres charbon, et de manière à pouvoir descendre en dessous de 5% de carbone dans nos cendres et pouvoir les incorporer dans le ciment. Parce qu'on trouve que c'est une meilleure manière de valoriser les cendres. Sur un plan économique également, c'est plus intéressant de valoriser nos cendres dans la construction. Donc on travaille, donc il y a un partenariat, donc Omnigain, Terra, Albioma. La phase d'études techniques est terminée, et je dirais, bon, c'est la partie contractuelle actuellement qui est en débat. Donc, voilà pour nos cendres. En fait, je dirais, pour être le plus transparent possible au niveau de l'environnement, parce que c'est vraiment notre but, hein, c'est notre but profond, et d'être le plus transparent possible dans l'environnement. Comment peut-on limiter notre impact donc, sur l'environnement? Bon, bien sûr, c'est en brûlant moins de charbon. On est d'accord là-dessus, hein, je dirais. Et comment on brûle moins de charbon? C'est en améliorant les rendements de l'installation. On a un double intérêt d'ailleurs, parce que quand on consomme moins de charbon, ça nous coûte moins cher. Hein, et on diminue notre impact sur l'environnement. Donc vous voyez, on a vraiment tout intérêt à travailler sur les rendements, et bien sûr sur cette partie d'activité, sur la fiabilité de la centrale et sa traçabilité, je dirais, bien entendu. Donc ça, c'est le travail de tous les jours, c'est le travail de Daniel Mamotte, hein, de veiller à ce que chaque gramme de charbon en kilowatt compte. Il rendait compte, et moi aussi je rendais compte. Hein. Si je consomme 5 grammes de charbon en plus, on va me dire, monsieur Gérard, ça va pas trop. On le suit très bien. Et par ailleurs, quel est l'axe de progrès? Bien sûr, c'est la biomasse. Hein. Alors la biomasse, c'est pour ça que j'ai fait venir Dorian Mieton, qui est un ingénieur d'Albioma, qui travaille sur toutes les valorisations possibles de biomasse à Maurice. Hein. Donc là aussi, on est rentré dans une phase active du projet. Vous pourrez lui poser des questions qui seront plus techniques, et elle sera mieux à même de répondre que moi. Hein. Mais rapidement dit, elle travaille actuellement sur 3 axes. La récupération de la paille laissée dans les champs lors de la coupe. Hein. Avec des problèmes, parce que quand on dit biomasse, parfois on rêve, on se dit toute cette biomasse, voilà, mais il y a largement de quantité de biomasse pour ne plus brûler un seul gramme de charbon, et c'est toujours très compliqué en fait. C'est toujours très compliqué. La paille, on a fait des essais justement, comme je vous dis, on est dans une phase active, on a ramassé la paille, on a ramassé 50% de la paille, parce qu'il faut en laisser une partie comme végétale et humus intérieurement. On a ramassé 50% de la paille et on l'a envoyé à la sucrerie. Le problème, c'est que le transport coûte une fortune, parce que la paille, elle a une densité très faible, et ça coûte une fortune bien plus chère que le charbon, parce que c'est pas viable économiquement, donc on a perçu. Alors bon, on se dit, bon, ok, ça c'est pas une bonne solution. Après, donc Lauriane travaille sur on se dit, bon, c'est un problème de densité, allons compacter la paille. Donc là, je dirais, Lauriane travaille sur le compactage de la paille, hein, pour diminuer le coût de transport, mais après qu'il dit compactage, il dit aussi décompactage. Donc c'est pas simple, donc elle étudie économiquement le système, parce que hein, si le système n'est pas viable économiquement, on ne pourra pas aller plus loin. Ça c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est la ronde de Donax, je le dis bien. la ronde de Donax. Donc là, très sommairement, hein, c'est une plante, on va dire énergétique, hein, qu'on peut brûler dans des chaudières qui poussent très vite. Et là aussi, on en a planté. On a planté un petit peu moins d'un hectare. Hein, et en parallèle, on a fait une analyse de cette plante, ce qu'on appelle en termes techniques une analyse élémentaire.
C'est-à-dire voir comment la plante, quand on va la brûler, se comporte dans nos chaudières. Hein, parce que parfois, les plantes qui contiennent du chlore, naturellement. Hein, donc, il ne s'agit pas que le chlore se transforme en acide chlorhydrique et qu'on corrode nos chaudières. Hein, vous voyez, là aussi, c'est pas simple. Il faut vraiment qu'on se borde quand on se lance dans quelque chose. Il faut déjà voir la viabilité économique sur le terrain. Après, il faut voir si cette biomasse, elle ne va pas abîmer nos chaudières. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire aussi pour cette plante. Je crois que parfois dans les médias, on appelle ça le fatac, non? C'est bien. Hein, mais le fatac, quand on dit fatac, c'est très général en fait. Hein, mais voilà, le nom, il est là. et en fait, un dernier point qui personnellement me plaît bien, particulièrement, je trouve que c'est l'introduction d'une nouvelle variété de canne qui est développée par nos amis réunionnais, qui fait pratiquement 30% de plus de fibres et qui a un rendement de 30% supérieur à l'hectare. Donc, pour les planteurs, plus de rendement, et également, pour nous, beaucoup plus de fibres. Hein, parce que quand on dit la fibre, la finalité de la fibre, c'est beaucoup plus de bagasse. Hein. Moi, ça me plaît bien, ça, parce que, en fait, bien sûr, ça va nous, comme on le disait tout à l'heure dans la visite de la centrale, ça va nous permettre de brûler beaucoup plus de bagasse, et donc forcément moins de charbon. Donc nous, on a un intérêt économique majeur, hein, c'est clair, hein, on achètera moins de charbon, et puis aussi, aussi notre deuxième grand souci, on a un impact sur l'environnement bien moindre. Parce que la bagasse, on n'en parle pas assez, c'est vraiment l'or vert de Maurice. Hein. Il y a 4,5 millions de tonnes de canne à Maurice, hein, et ça, on en parle très peu. Hein, mais pour que vous reteniez bien, on va simplement dire, globalement, la sucrerie, elle tourne entre 800 et 900 000 tonnes de canne. Alors, j'arrondis bien pour qu'on puisse faire le calcul très facilement après. Pour 900 000 tonnes de canne, on a 300 000 tonnes de bagasse. 300 000 tonnes de bagasse pour 900 000 tonnes de canne. Ça équivaut à 100 000 tonnes de charbon. Et ça équivaut globalement à 100 000 mégawatts qu'on va exporter sur le réseau. Vous voyez donc l'intérêt énorme de la bagasse. Et il faut savoir sur 4,5 millions de tonnes 4 500 000 tonnes de canne à Maurice, il y a 2 millions de cannes qui sont valorisées à très haut rendement, comme l'usine de Savannah dans le sud, hein, et on est exploité donc par Omnicane, et la centrale Terragène. Donc il y a 2 millions de cannes exploitées, donc la bagasse exploitée à très haut rendement, la bagasse issue de la canne, et puis après le reste est exploité aussi, heureusement, mais à moyen rendement. Voilà. Donc il y a des possibilités d'amélioration. Ensuite, donc dans tout, voilà, c'est les trois axes essentiels de développement de la biomasse. Juste un dernier petit rappel aussi, c'est que on le disait tout à l'heure pendant la visite, l'intérêt, on n'est pas une centrale thermique classique. Hein. J'insiste bien là-dessus. On est une cogénération pendant 6 mois de l'année. C'est-à-dire que pendant 6 mois de l'année, on brûle une énergie renouvelable année après année. En échange, on envoie de la vapeur, toute l'énergie nécessaire à la sucrerie, donc la vapeur, l'électricité, et on produit l'électricité sur le réseau avec la bagasse. Hein. Ça c'est très important. Et le fait, mais je reviendrai, alors après, je suis disponible si vous voulez me contacter ultérieurement pour avoir plus de détails techniques, parce que je ne veux pas vous faire peur et être rentré dans la technique, mais globalement, on double le rendement thermodynamique lorsqu'on travaille en cogénération, c'est-à-dire lorsqu'on travaille avec, plutôt que refroidir notre vapeur pour la transformer en eau, ce qui perd beaucoup de rendement, on envoie une grosse partie de la vapeur qui a déjà travaillé une première fois à la turbine. Je travaillais une deuxième fois à la sucrerie. Le même kilo de vapeur, il travaille 2 fois. Il travaille pour faire l'électricité, il travaille pour faire du sucre. Il travaille 2 fois, qui double le rendement. Et ça, aucune centrale nucléaire même est capable de le faire. Voilà. Là, c'est pour ce point. Bien, je pense que j'ai peut-être déjà trop parlé. je vais maintenant vous laisser la parole et puis essayer
de répondre le mieux possible à vos questions. Qu'est-ce que ça vous amène d'avoir la triple certification anti-ragène? Qu'est-ce que ça nous amène? Oui, ben, j'aime bien cette question parce que c'est quand même une reconnaissance de notre travail déjà. Parce que c'est une reconnaissance de notre travail. En fait, on pourrait peut-être mettre notre parole en doute. Depuis des années, on dit régulièrement qu'on fait nos meilleurs efforts pour avoir le meilleur impact sur l'environnement, atteindre le zéro accident en termes de sécurité du travail, etc. Mais là, je dirais, d'obtenir cette triple certification, ça veut dire que nous sommes à des normes européennes d'environnement, de travail et de qualité. On a toujours, au départ de l'exploitation de la centrale, on doit se soumettre à un IAT, on doit respecter un IAT. Mais là, on va au-delà de cela. On dépasse largement les législations mauriciennes, on va très très loin pour être, pour correspondre à des normes très sévères. Et je peux vous dire que l'auditeur, il m'a dit, à la fin de l'audit, il m'a dit, vous savez, je vous ai audité comme si vous étiez une usine allemande ou anglaise, vous voyez, c'est important. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question ou pas? Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Vous avez dit tout à l'heure, vous avez un plan de 3 ans avec l'ARCNOR. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Oui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je dirais, je vais citer un exemple. On a travaillé pour éviter les accidents environnementaux. On a construit ce qu'on appelle des rétentions. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est des fosses de rétention? C'est si jamais, exemple, j'ai une citerne d'acide chlorhydrique, et puis à côté j'ai une citerne de soude. Eh bien, on a construit des bacs individuels pour, en cas de fuite, récupérer la capacité du bac en dessous peut récupérer tout ce qu'il y a dans la citerne. Ça évite tout déversement accidentel. Bon, ça, pour obtenir notre certification, on avait l'obligation de faire toutes les rétentions concernant les produits chimiques, concernant les produits pétroliers. On doit avoir des rétentions partout. Ça nous a coûté, petite parenthèse, entre 2012 et 2013, on a dépensé 6,5 millions de roupies pour améliorer nos processus. Mais je parle uniquement en termes de sécurité, du travail et de l'environnement. 6,5 millions, et là on a 13 millions pour les années à venir. Bon, mais pour répondre à votre question, je ne suis pas encore tout à fait arrivé. Eh bien, on n'a pas de rétention sous nos transformateurs. Vous savez, dans les transformateurs qui convertissent donc 11 000 volts ou 3 000 volts, ou nos petits transformateurs, on n'a pas de rétention sous nos petits transformateurs. Le reste est équipé. Eh bien, ça, c'est un des gros travaux. Ça va coûter très cher parce qu'en fait, il faut déjà avoir un arrêt complet de l'installation. Il faut lever le transformateur, c'est des gros appareils. Et il va falloir construire des fosses en dessous. Bon, donc l'auditeur, il est conscient qu'on peut, en un jour, démonter le transco, faire les études, parce qu'il y a des études, démonter le transco. Donc il nous a dit, je vous laisse 1 an pour faire des rétentions sur les transcos. Donc c'est l'exemple typique d'acte d'amélioration de notre centrale. C'est bon, je vais peut-être être noyé, excusez-moi. Il y a une dame qui a... Excusez-moi madame, je ne vous ai pas vu. Quelle est la capacité de production de l'électricité? Alors notre capacité de production horaire, elle est de 62 MW sur le réseau CEB, en dehors de la campagne sucrière. Ensuite, lorsqu'on commence la campagne sucrière, notre capacité descend à 46 MW. Pourquoi on descend de 62 à 46 MW par heure? C'est parce qu'on alimente en électricité la sucrerie
et en vapeur aussi. Hein. La vapeur, ça représente de l'énergie qu'on ne convertit pas en électricité dans un alternateur. Autrement, notre capacité annuelle, elle est de 420 gigawattheures globalement. 420 gigawattheures. Oui, 420 gigawatts, c'est bien, je n'ai pas dit de bêtises, je peux se noyer dans les chiffres. Donc 420 gigawatts. Et actuellement, notre record de production, on est à 392,7. Ah, ouais, j'ai bien, voilà, merci. Là, notre record de production, 393,7 gigawatts en 2013. Hein. C'est notre record de production. Donc vous voyez qu'entre notre record de production et notre capacité totale, on a encore une marge, on pourrait produire plus sur le réseau CEB. Une question. Vous êtes en cogénération, hein, oui. charbon, bagasse, etc. Et vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a actuellement une grande polémique entourant l'utilisation du charbon, n'est-ce pas? Et là, vous nous démontrez, justement, à travers l'obtention de différentes certifications, qu'il y a un effort constant que vous faites pour que le charbon soit, enfin, l'utilisation de votre charbon soit moins polluante. Tout à fait. Et vous allez même dire que votre souhait serait justement de voir moins de charbon, ce serait la voie royale vers moins de pollution. Oui, tout à fait, parce que c'est économique. Bon. Et nous savons aussi, ce qui est vrai, que l'énergie renouvelable, aussi souhaitable qu'elle soit, n'est pas faisable économiquement nécessairement. Donc, de nombreux pays, on le sait. Mais concernant le charbon, justement, il y a cette hantise du charbon. Vous, personnellement, de par votre expérience, justement, de la cogénération, vous utilisez le charbon. Attribuez-vous, justement, cette peur du charbon? Bon, je pense que sur un plan historique récent, la peur du charbon vient du CO2, de la production de CO2 et l'effet de serre. Je pense que ça fait quelques années on a pris conscience qu'on a un effet de serre qui peut bouleverser le climat. Et c'est vrai que le charbon brûle plus de CO2 que d'autres combustibles. Donc je pense que c'est ça qui a eu un impact important, je pense. Puis c'est vrai peut-être qu'il y a des restes aussi, peut-être qu'on a encore des images d'épinal, comme disons Émile Zola, le charbon, tous les gens noirs qui souffraient à transporter le charbon, etc. Enfin vous avez pu voir quand même, j'espère que notre centrale est très propre et qu'on ne voit pas du charbon qui traîne partout, enfin là où il est très localisé, et c'est dans le process, je dirais. Mais voilà. J'ai oublié de parler d'un point important au niveau du charbon. Bon, c'est vrai qu'on doit en brûler le moins possible, mais quand même, il faut savoir que le charbon a des avantages importants, parce qu'on parle de l'environnement, mais dans l'environnement, il y a l'homme. Au centre de l'environnement, il y a toujours l'homme. Et l'homme est le consommateur, quoi. Et nous, on vend notre kilowatt à 2,67 € roupies par kilowatt. J'explique pas. 2 euros. C'est le petit français qui ressort, je suis désolé. Mais merci de me corriger tout de suite. 2,67 roupies par kilowatt. Et voilà, trouver un prix identique avec des énergies renouvelables, avec du fuel oil, non, on ne l'aura pas. Donc, je dirais, au jour d'aujourd'hui, le charbon, il permet donc à la population quand même de payer pas trop cher 100 kW. C'est très important, l'électricité est majeure, hein. On a besoin de toute l'électricité. Hein. C'est un besoin fondamental de tout être humain. Et moi je vais beaucoup en Afrique, je peux vous dire que les gens qui n'ont pas d'électricité, c'est une misère profonde, quoi, je dirais. Hein. Donc, considérant quand même que l'impact sur la population et le fait qu'elle paye moins cher sans électricité. C'est une parenthèse qui est un petit peu en dehors de votre question, mais j'en profite pour le dire. Autre avantage du charbon, c'est qu'il est géostratégiquement très réparti uniformément dans le globe. Nous, on peut aller en chercher en Afrique du Sud, on peut aller chercher en Mozambique, on peut aller chercher en Australie, on peut aller chercher plus loin encore. Et le fuel oil, un jour ou l'autre, on ne le sait pas, mais on a nos amis là-haut qui pourraient très bien un jour couper le détroit d'Ormuz. Et comment on fait?
Hein. Là, au moins, je dirais que le charbon, il n'y aura jamais de pénurie d'électricité à Maurice. C'est quand même... Excusez-moi de vous interrompre, Oui, excusez-moi. mais moi je trouve que de la part d'un ingénieur, c'est pas très responsable de la façon dont vous parlez pour le charbon, parce que vous regardez simplement la logique un peu économique, mais sans penser aux conséquences climatiques. Je pense. Non pas climatiques, mais sur la santé de l'homme. Moi, je dirais, là-dessus, j'ai longuement réfléchi, hein, parce que, en fait, je pourrais pas faire ce métier si justement j'avais la conscience d'être un pollueur. Si j'estimais que j'étais un pollueur, j'arrête tout de suite. Je ne pourrais pas faire ce métier. Justement, je travaille dans le cadre d'une centrale qui, avant tout, est là pour brûler de la biomasse. Et effectivement, il faut bien un complément à ce combustible. Et on a pris justement le combustible, effectivement le moins cher, mais qui vient en substitution de la biomasse une fois que la canne est terminée. Mais je vous dis très franchement, et là je parle pour moi, mes collaborateurs, je ne pense pas non plus qu'ils pourraient travailler en se disant mais que voilà, j'ai pollué mon pays. Hein, encore moi à la limite, on pourrait dire il est débarqué, il part pendant quelques années, mais mes collaborateurs, c'est leur pays, quoi, c'est leur famille qui sont là. Je ne pense pas qu'ils ont envie de polluer leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs petits-enfants. Non, je pense qu'on a tous une démarche très responsable, hein, je dirais, pour l'environnement. Et aussi, il faut ne pas oublier qu'on est dans une position insulaire. Hein, on est dans une position insulaire. Je dirais que quand on est sur un continent, par exemple, on peut brûler du gaz facilement. Le gaz, hein, c'est le combustible fossile le plus propre. Hein. Il ne contient rien. Et en plus, il y a une partie de son énergie, de l'hydrogène qui est forcément une grosse partie de son carburant. L'hydrogène se convertit en eau dans la combustion. Donc c'est vrai que c'est un des combustibles les plus intéressants et qu'on peut brûler sur les continents. Mais c'est très difficile pour nous d'approvisionner du gaz. C'est très difficile parce que pour approvisionner du gaz dans des quantités suffisantes pour faire tourner toutes ces centrales, c'est des méthaniers et des méthaniers qui vont devoir venir chaque mois. Il va falloir faire un terminal méthanier de grande ampleur, avec le risque Seveso, hein, parce que c'est un risque, enfin nous, c'est risque Seveso. Hein, c'est-à-dire que si vous avez un énorme terminal méthanier au port, avec Port-Louis qui n'est pas trop loin, ça pète. Non, vous voyez, mais j'aime bien votre question parce que ça me permet, merci d'avoir posé, parce que ça me permet justement aussi de développer sur le fait que c'est pas si facile que ça de dire quel deuxième combustible on va prendre pour se substituer au charbon. C'est pas si facile que ça. En plus, il faut savoir aussi qu'on ne serait pas capable de brûler du gaz et de la bagasse en même temps. Parce que le gaz, parce que moi j'ai exploité dans le passé, j'ai exploité des chaudières gaz, ou des chaudières même fuel oil, gasoil. Si jamais vous avez, par exemple, vous voulez passer du combustible gaz au combustible bagasse, il va falloir faire une préventilation pendant 3 minutes, parce qu'on a des risques d'explosion énormes avec le gaz. Donc on va falloir préventiler, on va changer le combustible. Et qu'est-ce que fait le CV pendant ce temps-là? On coupe le jus. Donc cette petite illustration, c'est pour dire que tous les combustibles ne permettent pas de brûler à la fois simultanément la bagasse et un autre combustible. Vous voyez, c'est pas simple en fait. Et le charbon aussi, voilà, il a cet avantage aussi de pouvoir passer instantanément de la bagasse au charbon, du charbon à la bagasse, tout en maintenant les 50 Hz sur le réseau. Hein, parce que, je discutais avec quelques-uns d'entre vous tout à l'heure, le succès de nos centrales, je dirais, le savoir-faire de nos centrales, qui est immense, hein, parce que le groupe Agruma, donc partenaire stratégique de Terragène, actuellement travaille pour installer des centrales, pour collaborer avec les sucreries brésiliennes pour apporter notre processus. Les Brésiliens ne sont pas capables de faire ce qu'on fait. Alors c'est le premier producteur premier producteur de canne à sucre au monde. Vous voyez,
Voilà. Oui, justement, vous ne pensez pas que nos lois ne sont pas assez sévères pour... D'abord, pensez-vous que nos lois ne sont pas assez sévères? Et deuxièmement, pensez-vous que l'électricité est sous-tarifée à Maurice? Est-ce qu'on ne devrait pas augmenter le tarif d'électricité pour avoir des sources d'énergie propres? Je crois que ça, je ne vais pas pouvoir répondre à la question parce que je dirais que ça ne sera pas à moi de choisir si on doit demander à la population effectivement de payer plus cher son électricité pour développer des énergies renouvelables. Encore une fois, ne croyez pas parce que je défends notre processus que je suis contre l'énergie photovoltaïque ou l'éolien. Il faut en faire, j'en suis convaincu. Et puis on peut espérer que dans l'avenir, parce que là, clairement, c'est pas encore vraiment rentable, ni le photovoltaïque, ni l'éolien. Mais, bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là. Et je dirais le fait de continuer à en faire, en installer, on améliore petit à petit les rendements. Et j'espère en tout cas que dans les années à venir, on aura des rendements des cellules ou des éoliennes comme on commence à faire qui font 5 MW qui seront rentables et qui permettront effectivement à ce moment-là de produire plus d'énergie renouvelable. Je l'espère profondément. Moi, je dirais qu'il y a un problème aussi majeur dans les énergies renouvelables, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas stockable. Le problème majeur, il est dans la batterie. Et on le sait tous, finalement, on fait d'énormes progrès techniques et il y a bien quelque chose qui n'est pas évolué, c'est les batteries. On est tous victimes, on achète un smartphone pour 5 ans, mais au bout d'1 an et demi, la batterie elle est morte. Vous avez une perceuse avec une batterie, au bout de 2 ans, la batterie est morte, votre machin il marche impeccable, il n'y a plus la batterie, c'est bon. Donc, mais tout ça pour dire que pour les énergies renouvelables, je pense que le jour où on va trouver d'énormes batteries qui sont capables de stocker l'énergie, aussi, et restituer l'énergie, permettre d'avoir en permanence la fourniture sur le réseau stable, là on va faire d'énormes progrès. Parce que comme je disais tout à l'heure à certains, vous avez 20 MW de solaire, là mettons, je prends l'exemple, on a 20 MW de solaire là, en ce moment, et puis il y a des gros nuages qui arrivent. 20 MW c'est une proportion très, très importante de la production du réseau. Et bien là, on va perdre d'un coup 20 MW, on va se retrouver dans le noir. Donc qu'est-ce qu'il faut quand un gestionnaire de réseau achète 20 MW de solaire? Il faut qu'il achète 20 MW de thermique qui sont prêts, et en plus du thermique performant, parce que qui est prêt à reprendre instantanément les 20 MW qui ont disparu d'un coup parce qu'il y a un gros nuage. Et l'éolien c'est pareil, si vous perdez le vent d'un coup. Donc c'est très cher. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça a un gros coût. Et donc le jour où on a des batteries qui sont capables de stocker l'énergie des cellules photovoltaïques, à ce moment-là, fini le problème. Les nuages passent, la batterie restitue l'énergie et on est stable. Donc non seulement il faut encore améliorer les rendements de ces processus-là, mais il y a aussi le problème majeur, c'est de stocker l'énergie et avoir des batteries performantes. Pour revenir un petit peu à la pollution, souvent on entend qu'il y a des dépôts de charbon qui vont dans les maisons, certaines personnes se plaignent qu'ils ont du charbon sur leur linge ou que ça s'incruste dans leur maison. Quels sont un peu les procédés que vous avez mis en place pour minimiser les impacts des émissions de charbon vers ces maisons? Le procédé qui a été implémenté tout de suite à la construction, c'est donc un dépoussiéreur électrostatique, un dépoussiéreur mécanique, en fait ce qu'on appelle un multicyclone. C'est une multitude de tubes, ce qu'on appelle un multicyclone, et les fumées vont passer dans le multicyclone. On prélève déjà les plus grosses impuretés, et ensuite on passe dans des champs électrostatiques où on ionise les gaz, et on récupère, je dirais, l'ensemble des poussières. Nous, notre contrainte, c'est en dessous de 200 mg par mètre cube au charbon. Bon, ça c'est notre process. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour réduire les émissions de poussière, et on y travaille. C'est avoir tous les circuits les plus étanches possibles. On a nos tuyaux d'évacuation de cendres volantes, on les a remplacés pour mettre des tuyaux en céramique, c'est-à-dire qui permettent une évacuation permanente des cendres sans bourrage et sans incident qui pourraient dégager des poussières. Donc petit à petit, on met en place
On améliore encore notre processus, on met en place de nouveaux systèmes qui permettent effectivement d'éviter tout un incident de fonctionnement. Là, on est en train de travailler aussi sur des systèmes de dépoussiérage des transporteurs, pour qu'il n'y ait pas de poussière des transporteurs. Et vous avez pu le voir, on n'émet pas de poussière globalement. On est contrôlé pour ça. Alors, on a d'une part un contrôle 24 heures sur 24 par une station de mesure qui sert à ce constructeur. On mesure en permanence notre émission de poussière, nos émissions et toutes nos émissions de gaz. Donc ça, on le mesure en permanence. Après, tous les 3 mois, on a l'Université de Maurice qui vient recontrôler ce qu'on émet à nos cheminées et qui vient avec une station de mesure d'air ambiant. Donc il mesure l'air ambiant. Donc ça, c'est tous les 3 mois. Donc, parce que là, effectivement, la partie contrôle est très importante. Et en plus de ça, eh bien, je dirais, on a des venues surprises du ministère de l'Environnement qui viennent avec leur station d'air ambiant, qui se mettent justement dans les vents dominants qui sont du côté de la plaine des Papayes. Donc ils installent, bien sûr sans rien nous dire, ils installent la station de mesure et regardent. Et donc on est très contrôlé, et tant mieux, parce que de la même manière, vous disiez que notre certification nous pousse à l'excellence, le ministère de l'Environnement, le ministère du Travail, par leurs inspections, nous poussent aussi à l'excellence. Donc je dirais, nous on travaille bien. Je pense que j'ai répondu à vos questions. 100% libre, vivez les grands faits de l'actualité mauricienne avec du son, de la vidéo et de la photo. L'info qu'il vous faut de l'île Maurice, c'est www.maurice-info.mu.